Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, parce qu'on y parlera Varan, produits de bourse, turbo, stability, bonus capé, etc. avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse de Société Générale. Alors au menu cette semaine, nous avons Euronext, Apple, Safran, Imerys, Beneteau et Essilor. Il ne me reste plus qu'à présenter nos invités assis autour de cette table, des traders, que nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau. Alors, on va commencer par Mathieu Lebrun, à ma gauche. Vous êtes responsable de la newsletter Agora Trading Lab. Exactement. Merci d'être avec nous. Bonjour merci. Mathieu. Bonjour Thibault, merci. À ma droite, Marc Dagger, responsable DT Expert, un bureau d'analyse spécialisé dans les produits de bourse, hein, Marc. Tout à fait. Et Jean-Luc Hussac, trader formateur, Perceval Finance. Merci d'être avec nous, messieurs et madame. On va commencer tout de suite avec la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine avec, pour commencer, Mathieu Lebrun. Mathieu Lebrun, vous allez nous parler d'Euronext. Configuration. Effectivement, ouais, on était rentré en position au début de l'été, donc préalablement à la figure de consolidation en grisé, en canal descendant là, que vous voyez sur le graphique. Donc on a eu une première confirmation sur la publication trimestrielle du coup au début de l'été, donc ça c'était un premier point favorable qui nous avait permis de sécuriser ce que moi j'appelle une PBP, une prise de bénéfice partielle, donc on revend la moitié de la position donc, et on laisse courir le solde. Juste pour reformuler, donc vous êtes positionné en bas du canal haussier, c'est ça, là où il y a la petite... Préalablement en fait à cette impulsion au début du canal haussier et du canal descendant du coup, et en fait on a tenu le solde de la position pendant tout ce canal descendant avec l'idée que de nouveaux relais allaient suivre. Avec courage. Avec money management surtout, c'est-à-dire qu'on avait, comme je le disais, sécurisé la moitié des gains, donc en gros on ne pouvait plus perdre d'argent sur cette ligne et on espérait de nouveaux relais avec le marché, avec ce que j'appelle le news flow propre, ce qui a été confirmé derrière à l'automne là, avec l'impulsion et là encore une belle publication qui avait conduit le titre à pousser vers notre cible des 72-73 euros sur laquelle on avait encaissé nos gains, donc je crois que c'était autour des 30-35% sur les turbos, la flèche rouge. Alors derrière, on a eu une inertie sur la valeur, mais nous, en termes d'objectifs, on visait la zone des 73 euros, qui avait été atteinte du coup le mois dernier et sur laquelle on avait encaissé nos gains. Voilà pour la petite... Donc conformément à votre plan, vous êtes sorti sur les 72-73 sans regret. Alors après, voilà, la hausse continue. Effectivement, il y avait peut-être 7-8% sur l'action supplémentaire à prendre. Maintenant, on pensait à la fois qu'il y avait mieux à faire ailleurs. Et en fait, on a un plan de trade initial. Et quand on a des objectifs atteints, on essaye de passer à autre chose pour... On rappellera ce que dit Warren Buffett. Hein. J'ai fait ma fortune en achetant après les autres et en vendant avant les autres. On ne peut pas toujours essayer de faire le meilleur trade. Après, il y a l'adage... Et en vendant au plus haut. Marc. Ouais. Alors moi, je connais cette citation de Rothschild, mais écoutez, je sais pas, oui. Après, moi, ma citation, c'est... enfin, ouais. Non, l'adage, c'est plan your trade and trade your plan, c'est-à-dire prévois ton plan et exécute-le. Et en gros, en l'occurrence, effectivement, après, la question peut toujours se poser de quoi faire quand on a des bonnes orientations. Mais moi, je respecte mes plans, qu'ils soient invalidés ou pour le coup respectés et atteints. Voilà. Tout à votre honneur. Merci, merci Mathieu. Marc Dagger, vous êtes intéressé à Apple, vous? Oui, alors ce que j'ai voulu faire, c'est que comme on fait l'émission assez régulièrement, j'ai voulu revenir sur un trade dont j'avais parlé en étant chez vous et voir où est-ce qu'on en est depuis. Donc voilà, donc on était sur Apple, sur une configuration avec une consolidation de laquelle on était en train de sortir, donc c'est vrai qu'on a un peu anticipé. Alors pourquoi anticiper? C'est que quand on se positionne, on a deux options, c'est-à-dire se positionner de façon un peu agressive, anticiper la sortie d'une consolidation ou attendre que cette sortie se fasse. Comme nous, on est sur des relativement courts termes, les sorties de consolidation fortes ou de zones de résistance ou fortes ou de support d'ailleurs, techniquement, ça a souvent une impulsion importante. Soit une bougie très accélératrice, soit éventuellement un gap. Donc pour ça, on essaie de temps en temps d'être un petit peu plus agressif, comme on l'a été là sur Apple. Et je pense que j'ai prévu le graphe actuel, en fait,
parce que ça c'était le graphe de l'époque de l'émission. Voilà, donc on est arrivé sur notre deuxième objectif. Pour être très franc avec vous, on est sorti un peu avant quand même, parce qu'on avait déjà une bonne performance sur le turbo. Mais comme l'a dit Mathieu, le plan de trading s'est bien déroulé, puisqu'on est sorti à l'époque de la zone de consolidation. Et on a vu l'accélération derrière, comme ça arrive très souvent dans ce genre de cas de figure. Rappelez-nous votre prise de position sur ce produit. À quel moment juste au début de la flèche, c'est-à-dire juste avant qu'on sorte d'une sorte de triangle de consolidation, mais c'est pas au milieu, un peu sur la moitié haute du triangle, du canal baissier, donc avant que ça franchisse. Oui, voilà. Vous êtes sorti, pas sur les plus hauts, mais... On est sorti entre les deux objectifs, en fait, qu'on avait. Entre 182 et 190, ouais, on était autour de 185, en fait. Et maintenant, on laisse reposer la patte? Maintenant, je pense qu'on va en parler au cours de l'émission. On est sur de tels rallyes, sur de tellement de valeurs, que c'est difficile d'envisager de prendre un train en marche. C'est difficile aussi de se dire qu'on va avoir une consolidation importante. Donc on essaye, nous, de faire du stock picking, c'est-à-dire de trouver des valeurs qui ont déjà fait une petite consolidation, en voyant si après il y a une reprise possible pour essayer d'optimiser le timing d'entrée. Très bien. Ce qui est vraiment intéressant, je complète parce que je me souviens l'émission, je ne sais plus si c'était en octobre ou en novembre, mais c'est vrai que moi, en fait, dans le service, les 2 échecs sous résistance, moi, dans le service, dans Agora Trading Lab, j'avais pris des puts à chaque fois pour viser la baisse, du coup, la consolidation. Donc c'est vrai que du coup, sur Apple, rétroactivement, depuis 3-4 mois, on est assez complémentaires. On serait assez complémentaires, c'est-à-dire que moi, j'avais plutôt bien gagné dans la baisse et du coup, j'avais pas pris de puts, j'avais soldé mes puts justement quand on venait un peu en dessous, toujours dans cette figure. Et pour le coup, je ne pensais pas que ça accélérerait autant. Alors, je n'ai pas acheté de call, mais j'avais plus de put préalablement à l'impulsion. Mais ça, c'est intéressant parce que vous vous êtes positionné sur la première partie de la tendance baissière. Ouais, en septembre, à la fin de septembre, dans les rebonds. Et Marc, lui, il a plutôt attendu la hausse. Profité de la hausse et sur l'impulsion aussi. Ça fait un sans faute sur Apple, c'est fantastique. Donc, il y a des choses à faire, en fait. Exactement. Ça l'illustre bien que dans n'importe quelle configuration graphique, en tout cas, si elle est lisible, il y a plusieurs stratégies à adopter. Jean-Louis, vous êtes intéressé à Safran. Une confirmation, alors, c'est ça ? ici même, puisque c'était une reco que j'avais donnée le 6 octobre. Alors, je reviens sur une valeur pour une fois, parce que les indices, ils sont verrouillés à la hausse. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on avait dit les semaines précédentes, les émissions précédentes. Et là, je trouve que le comportement de Safran est exceptionnel. À l'époque... Quand je l'avais recommandé ici même, le marché a beaucoup reculé. Il était passé de 7005, 7006 à... On avait déjà perdu, je ne sais plus, quelques centaines de points, 600 points. Et derrière, on avait encore chuté, on avait remonté un peu, puis on avait rechuté. C'était une période où le doute était quand même assez présent. Et moi, ce que je trouvais assez remarquable sur Safran, c'était sa régularité. Elle a eu un parcours, alors il aurait fallu que je remonte un peu en avant, mais par rapport à octobre 2021-22, est extraordinaire parce qu'elle n'a retracé, je crois, que 9% au maximum. C'est très peu. Bon, on a des comportements un peu comme ça aussi sur Air Liquide, mais par exemple sur du Nvidia, c'est beaucoup plus important, oui, c'est plus du double. Donc il y a à la fois sa régularité, le niveau d'achat qui a bien fonctionné, parce que vraiment à l'époque, c'était sur 144, 142, c'était la zone d'achat, on y restait pendant 3 jours, et on a eu le temps de le faire. Et depuis, il y a eu cette extension de 15% supplémentaire. Et je reviens dessus pour dire, écoutez, voilà, les perspectives restent excellentes. Sur le plan technique, c'est magnifique. Elle peut retracer un petit peu, évidemment. Un retracement de combien ? Si on regarde un peu le passé, qui ne présage pas de l'avenir, bien évidemment, mais on peut se dire à partir de 7, 8, 9, 10%. En tout cas, ça serait une zone d'achat potentiel. Pour ce faire, il faudrait que le marché rebaisse, évidemment. Oui. Mais voilà, il faut l'avoir en tête, je pense. Il faut l'acheter, il faut l'avoir en portefeuille. C'est un investissement vraiment solide. Sur une valeur qui offre de très belles perspectives de marché. Pour reformuler un tout petit peu, on peut parler d'un bêta, une corrélation qui est moins importante que celle de son marché de référence. C'est-à-dire quand le CAC perd 10, elle va perdre que 6 ou 7. Et en revanche, lorsque le CAC remonte, elle va gagner plus, ce qui est assez étonnant. En tout cas, sur cette configuration, sur cette période récente. Là, c'est clair qu'elle a fait exactement ça. Oui, elle a surperformé le marché même, en permanence. Elle est restée, alors là, quand je dis verrouillée,
également sur cette valeur-là. C'est verrouillé à la hausse, ça veut dire très peu de retracement, un mouvement régulier. C'est le rêve des traders, ça. Et puis des investisseurs, des gérants, parce que quand il n'y a pas trop de drawdown, de repli, c'est magnifique sur la performance du portefeuille. Merci beaucoup Jean-Louis, merci Marc, merci Mathieu. On va passer maintenant au Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler du rallye. Le rallye de quoi ? On adore parler du rallye au mois de décembre. On le voit tout le temps dans la presse en fin d'année, on voit le rallye de fin d'année. On ne sait pas s'il arrive, mais en tout cas on le voit dans la presse. On en parle, c'est l'essentiel, et donc dans cette émission on ne fera pas l'impasse, on va parler du rallye haussier. Donc qu'on y croit pas à ce rallye, donc ce mouvement haussier de fin d'année, moi je vais vous parler des produits Société Générale qu'on propose pour justement, si on croit au rallye ou si on a un stock picking défini sur une valeur à laquelle on croit, avec quel produit on peut investir à la hausse sans avoir de plafonnement de la performance, puisqu'on a aussi certains produits qui proposent d'optimiser, mais là vraiment on parle de produits qui servent à investir sur une direction haussière très forte. Donc on a 3 types de produits principaux, que ce soit des VaR call, des turbo call ou des leverage. Alors ces 3 produits ont le même objectif, c'est-à-dire amplifier les variations du sous-jacent à la hausse, ce qui peut être favorable bien sûr, mais aussi défavorable à l'investisseur si on se trompe de sens. Mais si leur objectif est le même, leur mode de fonctionnement est très différent et c'est important de bien l'avoir en tête avant de se tourner plutôt vers l'un ou l'autre produit. C'est vrai qu'on a souvent des investisseurs qui nous disent alors lequel est le mieux entre les 3 ? Bien sûr, il n'y en a pas de réponse. Voilà, il n'y en a pas un qui est mieux que les autres, mais par contre, il y en a qui vont plus ou moins correspondre à votre profil d'investisseur. Donc, prenons l'exemple des VaR qui sont les produits historiques pour investir avec du levier pour les particuliers. 30 ans. Exactement, qui s'apparentent à des options pour les professionnels, mais vraiment destinées à une clientèle de particuliers avertis. Ces produits, ils vont avoir un effet de levier, mais leur valorisation va se faire en fonction de 3 paramètres. Le cours du sous-jacent, donc ce sur quoi le produit est adossé, mais aussi le temps qui reste jusqu'à maturité et la volatilité implicite du sous-jacent. Oui, ils ont une date de fin de vie. Exactement. Ils ont une date de fin de vie, ils n'ont pas de barrière désactivante, mais par contre, quand on suit l'évolution du produit, il faut bien prendre en compte ces 3 éléments pour comprendre parfaitement les variations de prix de son produit, ce qui reste un critère très important quand on choisit un produit à effet de levier, bien comprendre tous les paramètres pour ne pas se faire piéger. Donc ça, c'est pour les VaR. Ensuite, on a les turbo calls, qui sont les produits finalement peut-être les plus connus des investisseurs qui pratiquent le levier. Et les plus utilisés, je crois, en bourse de et Paris. Aussi, effectivement, à peu près 60% des échanges sur les produits de bourse. Les plus populaires, tout à fait. Peut-être parce que leur valorisation finalement est la plus lisible. Le prix en fait de ces produits ne varie presque entièrement en fonction de la valorisation du sous-jacent. Ce qui est assez pratique puisque on peut recalculer la valeur intrinsèque du produit aisément et on peut aussi à n'importe quel moment dans le temps retrouver à peu près le même cours du produit pour un même cours du sous-jacent. Donc ça permet de travailler son ordre, d'avoir un money management qui est assez aisé. Le prix du turbo call, c'est une simple soustraction en fait. Exactement, entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice. Voilà, ajuster de la parité du produit. Et donc, ces produits peuvent avoir une maturité ou pas, mais en tout cas, ils ont toujours une barrière désactivante. Donc, attention quand on choisit ces produits, de toujours choisir une barrière qui est suffisamment éloignée pour ne pas risquer la désactivation. Et enfin, 3e produit qui permet d'investir avec du levier, ce sont les leverage. Alors eux aussi permettent d'amplifier les mouvements du sous-jacent, mais ce sont des produits qui sont plutôt adaptés à du très court terme, puisqu'en fait, tous les jours, eux, ils vont répliquer la variation du sous-jacent fois un coefficient multiplicateur qui est fixe. Mais donc, on se base toujours sur le point de référence de la veille pour appliquer ce levier qui est fixe. Donc, sur plusieurs séances, on peut se retrouver avec des cours de produits très différents pour un même cours du sous-jacent, puisque vraiment la trajectoire va dépendre de chaque séance boursière. D'accord, on appelle ça aussi les facteurs certifiés en Europe, parce qu'en fait, on prend la performance du sous-jacent, on la multiplie par un facteur qui est fixe. Marc, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais apporter juste quelques compléments à ce qu'a dit Léa, parce que je les pratique, ces produits. Entre les VaR, les turbos et les leverage, moi, ce que je dirais, c'est qu'elle a parlé de la valeur temps qui joue sur le VaR. Donc, en fait, en fonction du scénario, si on a un scénario de directionnel qui est clair, mais qu'on n'a pas vraiment de timing pour atteindre un objectif, le VaR peut parfois être un peu plus délicat parce que justement, il peut perdre en valeur temps, ce qui n'est pas le cas des 2 autres produits. Après, si on a un directionnel assez clair et qu'on pense qu'il n'y a pas de consolidation vraiment à venir, ou en tout cas qu'on ne va pas s'étendre trop dans le temps,
dans ce cas-là, le Varan peut être utile. Effectivement, le turbo, lui, va être intéressant, comme l'a dit Léa, parce qu'il va vraiment varier en fonction du sous-jacent et à très peu de choses près, il n'aura pas de valeur temps. Alors, pour moi, la différence entre le turbo et le leverage, en revanche, c'est que comme le leverage a un levier fixe, il va être très utile quand on est dans un directionnel très clair. C'est-à-dire que là, dans un rallye très fort, comme le levier est fixe, il va rester toujours le même et on va augmenter le potentiel de gain qu'on va avoir sur l'investissement. Alors que sur le turbo, si on a des consolidations intermédiaires, là, sur le leverage, on va perdre davantage et au final, pour un même objectif, on aura une performance meilleure sur le turbo. Voilà. J'ajouterais une chose sur le Varan, parce que le Varan, c'est le produit historique qui a une trentaine d'années. Il a un avantage particulier, enfin, il a aussi des inconvénients, mais une de ses caractéristiques, c'est lorsqu'on a raison dans un scénario, eh bien, le delta, c'est un indicateur technique du Varan, va augmenter. C'est-à-dire pour chaque intervalle de gagner sur le sous-jacent, le Varan va gagner de plus en plus. Alors évidemment, c'est des produits à effet de levier, hein, avec un risque de perte du capital en cours de vie à l'échéance. Mais c'est un des avantages qu'on oublie du Varan par rapport à d'autres produits. Merci beaucoup Léa pour toutes ces précisions. Et maintenant, on va passer à la rubrique tant attendue, le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, on va commencer par... D'abord, je vous rappelle le principe, pardonnez-moi. Le principe, c'est que chaque trader, chacun de nos invités assis autour de la table a 60 secondes pour convaincre les deux autres sur un scénario d'investissement à la hausse ou à la baisse. Et nos deux autres invités, qui écouteront attentivement ces 60 secondes, utiliseront leur panneau pour dire s'ils sont d'accord, s'il y a trade ou pas trade, hein, comme le nom de l'émission. On va commencer par Mathieu Lebrun. Vous allez avoir 60 secondes pour nous parler de bateau. Exactement. De Beneteau. Alors, on vérifie que le chronomètre s'affiche bien derrière moi. Et on va y aller. 3, 2, 1, c'est parti. Alors Beneteau, déjà en termes de timing de marché, c'est vrai que moi j'essaye de trouver des valeurs qui seraient peut-être un peu en retard, c'est-à-dire qu'acheter des safrans et autres, je ne pense pas que ça va baisser, mais je ne pense pas que ce soit là où il y ait du plus 10% à faire d'ici la fin de l'année. Par contre, typiquement sur Beneteau, c'est un peu ce que j'ai en tête. Alors ce mercredi, il y a l'homologue Katana qui a publié qui décrochait 10%, donc sur des questions de marge opérationnelle pour Katana, mais ça en fait ça avait été déjà un peu acté dans les derniers résultats de Beneteau. Beneteau en termes de graphique, ce qui m'intéresse et m'interpelle, c'est vraiment le retour dans le gap, vous voyez, qui avait été ouvert l'année dernière sur la gauche du graphique. On est dans cette zone de support théorique, on est sur un bas de canal descendant, c'est le canal grisé de moyen terme. On a des oscillations à plus court terme là, depuis 2-3 mois où on a une petite compression de volatilité. Donc moi, en termes de stock picking, j'aime assez bien l'idée d'un rattrapage ou au moins d'un sursaut technique, peut-être vers les 13 € en direction du haut de canal ascendant. J'ai respecté la minute. Pas mal, merci. Alors, Jean-Louis, Marc, quel est votre sentiment ? Nous avons un trade et un pas trade, stop et un go. Alors on va commencer par la contradiction. Jean-Louis, je vous en prie. Moi, tout simplement, pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat technique. La tendance est baissière. Le marché a beaucoup monté, elle sous-performe. Il y a un problème quelque part chez Beneteau. Donc, enfin, à lire en tout cas le graphique, il y a un problème. Alors, justifié ou pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, sur ce genre de dossier, ce que moi je veux, c'est un signal technique puissant, une augmentation du volume, un démarrage à la hausse. Et donc, je pense que c'est trop tôt pour s'y intéresser. Et c'est vrai que je n'ai pas trop suivi ces derniers temps les fondamentaux. Donc, si en plus il y a une divergence probable sur l'appréciation des fondamentaux par les analystes, là, en tout cas, cette forte baisse comme ça, qui n'est pas encore, si vous voulez, avalée. Il y a eu des premiers soubresauts un petit peu spéculatifs, etc. Et vous vous rendez compte, dans cette période où les marchés sont vraiment fortement progressés, le titre ne veut pas y aller. Donc, je n'irai pas. Mais, prudence. Vous allez avoir votre droit de réponse, Mathieu, mais peut-être que Marc va vous donner des arguments. Oui, j'ai mon avocat. Oui, c'est ça. Oui, j'ai été payé cher. La parole à la défense. Oui, tout à fait. À la défense par rapport à Jean-Louis, mais...
Oui, alors en fait, moi, ce qui va être très étrange, c'est que je suis plus d'accord avec Mathieu techniquement qu'avec Jean-Louis. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, je vais dire par expérience, les rebonds comme ça sur des bas de canaux à plusieurs reprises, c'est intéressant. Ce que Mathieu a dit, qui moi m'intéresse aussi, c'est le timing, c'est-à-dire qu'il a voulu trouver une valeur qui est un peu en retard sur le marché. Il y a un pari à faire hein, sur le fait que ça parte tout de suite. Mais dans l'absolu, ce que je veux dire, c'est que même si il peut y avoir encore un peu de correction, je pense au final que le scénario se réalisera dans le sens où Mathieu l'a prévu. Mathieu. Alors ouais, je pense que là ça va vraiment se jouer. Là aujourd'hui, comme je disais, il y a Katana, l'homologue de Beneteau, qui a publié. Et ce qui est en fait par rapport à ce que disait Jean-Louis dans le news flow de la société, la grosse baisse qu'on avait eue, il y avait eu des résultats, ça avait sous-performé, ça reste faible du coup le mois dernier encore parce qu'il y avait une prudence du management, c'est-à-dire que malgré le titre avait baissé, malgré le fait que le groupe avait relevé ses perspectives, ses prévisions pour l'exercice en cours. Et en fait l'inertie baissière est surtout liée à la prudence, en tout cas à mon sens, du management sur les perspectives, plus que sur les chiffres en eux-mêmes. Et donc je pense que il n'y a pas, enfin à mon sens en tout cas, il n'y a pas de comment dire de poussière sous le tapis, où c'est plus une prudence du management du coup en octobre que vraiment des tendances défavorables. Enfin, quand on regarde la publication les dernières, elles étaient en termes de chiffres, c'était supérieur aux attentes. Et donc je pense qu'avec l'amélioration de la détente sur les taux, etc. Voilà, je pense qu'il y a ce genre de dossier. Alors comme le disait Jean-Louis, c'est sûr que ça sous-performe, c'est en retard, mais là aussi, moi je suis pour faire de la performance. À mon sens, c'est pas sur des grosses valeurs en cette fin d'année qu'il faut aller. Voilà. Un petit point sur l'invalidation de votre scénario. C'est en cas de complément, s'il n'y a pas de réaction dans le bas de canal, si on vient faire des plus bas et qu'on ne réagit pas dans le gap de l'année dernière, effectivement, ça invaliderait mon scénario de rebond. Merci beaucoup Mathieu. On va passer à Marc. Marc, vous êtes prêt? Toujours. Toujours prêt. Vous avez vos lunettes? Non, non, lunettes. Justement. Non, vous allez vous parler d'ici alors, pardon, c'était une confusion de ma part. Ouais. Je plaisante évidemment. On met le chronomètre. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, voilà, donc on est sur Essilor Luxottica, donc le groupe franco-italien. Pour moi, c'est souvent des raisons techniques qui me font choisir les valeurs, parce que les fondamentaux sont mitigés. Ils ont annoncé un accord d'exclusivité avec Moncler pour faire des nouvelles montures. Les résultats du troisième trimestre n'étaient pas terribles, mais apparemment, les investisseurs n'en ont pas tenu compte énormément. Le graphique que je vous ai envoyé, il datait d'hier matin, mais depuis, la journée d'hier a déjà montré qu'on est sorti de la petite zone de consolidation là, de laquelle je pensais qu'on allait sortir. Je ne savais pas quand exactement, mais moi, c'est ce que j'appelle une première jambe de hausse avec une petite consolidation qui, la plupart du temps, donne lieu à une nouvelle jambe de hausse. On voit que le titre est inscrit dans un canal haussier depuis, on va dire mars 2022, ce qui porte aussi à croire qu'on pourrait repartir encore vers le haut. Et on a des objectifs qui sont effectivement entre 185 et 193. Merci Marc, parfait timing. Alors Mathieu, Jean-Louis. Oh, tout le monde est d'accord, c'est formidable. On va commencer par Mathieu, allez-y. Moi, je fais l'avocat du coup de Marc. Non, après, ouais, j'aime. Il n'y a pas besoin d'avocat, là, tout le monde est d'accord. C'est vrai que dans les valeurs du CAC, il n'y en a pas beaucoup que j'achèterais, et Essilor en fait partie, et j'aime assez bien effectivement la structure là qu'a évoqué Marc. Si on zoomait sur le graphique, c'est une structure en drapeau, donc c'est vraiment une compression de volatilité après une hausse, et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien, et en plus, il y a un petit côté un peu défensif sur le dossier. Donc, il n'y a pas de news flow propre, vous qui aimez bien les news flow propres. Alors, j'ai pas en tête les dernières publications, le comportement propre des Essilor, mais du coup, d'un point de vue technique, vraiment, la consolidation là en drapeau, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Jean-Louis? Il n'y a peut-être pas de market timing, mais en effet, la configuration graphique est bonne. Les fondamentaux sont bons. Enfin, moi, j'ai vu des études paraître, en tout cas une, là, récemment, où... Non, la valeur était recommandée à l'achat, parfois dans les listes principales d'achat sur des valeurs du CAC 40. Donc, non, c'est un dossier qui mérite de l'intérêt. Très bien. Bah, écoutez, si tout le monde est d'accord, c'est formidable. On va passer au dossier suivant, avec vous, Jean-Louis. Ouais. Vous n'aviez rien à rajouter, pardon. Vu qu'ils sont d'accord, non. Oui, juste vous pouvez les remercier. Ouais, je les remercie. Ce que disait Mathieu et ce que j'ai dit aussi lorsque j'ai présenté, c'est que le drapeau dont parlait Mathieu, on en est sorti hier en fin de séance. Voilà, donc ça confirme un peu le scénario. Merci beaucoup, Marc. Jean-Louis, c'est à vous. On va mettre le chronomètre. Il est déjà là.
3, 2, 1, c'est parti Jean-Louis. Donc Imerys. Imerys, pardon. Oui, alors là c'est pareil, j'ai essayé de trouver, comme Mathieu, une valeur qui était sur un retracement assez marqué depuis quelques semaines, quelques mois, mais avec une structure de prix différente. Donc là, on a une formation claire de triangle, avec une ligne horizontale vers les 26,42, et on vient de passer au-dessus. Alors, ça n'a pas confirmé, là, hier, ça reste un peu mou du genou, on va dire, mais il y a un signal qui est apparu, le jour d'ailleurs, on est allé à 100 000 titres échangés, on est sorti par une bougie verte vers le haut. Voilà, c'est un signal technique, pour moi, qui est caractéristique, qui marchera ou qui ne marchera pas. Les études qui sont sorties récemment sont plutôt favorables. Il y a des objectifs vers les 50 € proposés. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis, très intéressant. Alors, Mathieu, Marc. Je suis un peu plus mitigé, mais... Alors, on va commencer par vous, Marc. Alors moi, déjà, mon souci, c'est que j'aime bien avoir des graphiques d'un peu plus long terme pour arriver à voir d'où vient la baisse, en fait. Pas tout avoir, Marc. Voilà, je sais, je sais bien. C'est pas encore Noël. Non, en revanche, je suis d'accord sur ce que Jean-Louis disait, sur la petite accélération haussière récente. Ça, moi, ça me plaît bien. Les volumes aussi Oui. Bon, les volumes, je fais plus attention, parce que vous pouvez parfois avoir des fortes accélérations sans volume. En revanche, je suis plus d'accord avec le premier objectif. Le second, je serais peut-être un peu plus prudent. Parce ça pourrait être un rebond technique assez fort dans une phase de baisse qui n'est pas forcément encore inversée. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu plus mitigé. Et je pense que Jean-Louis aurait un stop assez serré, puisque si on repasse en dessous de sa résistance précédente à 26,40, je pense qu'il saura que ça commence à sentir un peu moins bon. Mathieu ? Moi j'aime bien, on a dû se battre avec Jean-Louis pour avoir le droit de présenter la valeur, parce que c'était moi aussi j'avais songé à vous présenter. Vous ne connaissez pas tout ce qui se passe dans les coulisses, Imerys, mais donc vrais combats. Effectivement j'aime assez bien le regain de volume, et comme sur pas mal de titres en fait, on voit que c'était en début de mois, vous voyez la grosse impulsion en plein milieu, la grosse bougie avec le record de volume, c'était suite à une publication de résultats qui a été achetée, donc un titre qui a ouvert en baisse et le titre a fini dans le vert le soir, et ça c'est un avalement aussi. C'est un avalement aussi effectivement dans le jargon technique, et c'est surtout quand ça se forme statistiquement, quand on a des baisses antérieures dans le cas d'un avalement haussier, ça caractérise des creuses qui tend à se confirmer, ce qu'on a constaté sur pas mal de valeurs, des Fnac Darty, des Françaises des Jeux, enfin il y a beaucoup de valeurs moyennes comme ça qu'on réagit de la sorte et qu'on continue à relancer derrière, donc pour le coup ouais, je suis assez d'accord avec. Le retour des valeurs moyennes en tout cas, en fait, ce que j'aime bien là aussi, c'est que plus que Safran, c'est typiquement à mon sens sur du Imerys qu'on peut peut-être prendre 10% sur le mois de décembre plutôt que sur du Safran, donc en l'occurrence. Voilà. Donc troisième rallye haussier préparé par nos invités. Jean-Louis, vous voulez rajouter sur l'invalidation peut-être ? Non mais Safran, c'était pas pour faire 10% avant la fin de l'année. Hein. Non, après. C'était l'idée, c'était de dire, voilà, c'était une bonne idée, je pense, et si elle baisse, n'oublions pas de s'y intéresser. En effet, Mathieu a raison, cet avalement en plus a avalé plusieurs séances, c'était pas mal. Après, si vous voulez, Imerys, c'était un dossier assez spéculatif, il y avait des doutes sur pas mal de choses. Là, il y a un éclaircissement de la situation, on va dire. Moi, je vois un consensus se former à l'achat. Je pense que tu as dû voir aussi, donc, Mathieu. Et voilà. Très bien, parfait. Alors, c'est pas une valeur des indices, si vous voulez. Et en ce moment, c'est vrai que les valeurs hors indice, elles sont moins... Il y a beaucoup plus peut-être de violence, et elles sont moins régulièrement achetées. Et on ne sait pas quand... C'est vrai, quand est-ce que ça va démarrer. Prenons 5 minutes pour parler un petit peu du comportement du marché là, depuis 15 jours, 3 semaines. On aurait tendance à dire que le rallye de fin d'année dont tout le monde parle, il est déjà passé. Est-ce que ce comportement du marché là, depuis 3 semaines vous inspire confiance sur le fait qu'il pourrait continuer jusqu'à la fin de l'année, ou est-ce que au contraire on se dit que la majeure partie de la hausse est déjà derrière nous? Vous voyez une compléance, Jean-Louis? Je pense que le marché, les indices sont construits dans la méfiance.
Cette hausse est vraiment continue de se poursuivre dans la méfiance. Et il n'y a pas de complaisance. Ça, c'est important. À plusieurs reprises, c'était les investisseurs, les gérants qui venaient se couvrir. Et on n'avait pas ces phénomènes qu'on a connus fin 2019, où les investisseurs, à un moment donné, ne savaient plus quoi faire et ils vendaient un peu de put en se disant, au pire, j'achèterai sur des replis, ça me dérangera pas. Sauf que la nouvelle qui est apparue était épouvantable. Covid. Alors, oui, s'il y avait eu une mauvaise nouvelle, ça n'aurait pas été bon non plus parce qu'il y aurait eu une hypersensibilité à la baisse. Mais je répète depuis des mois que ce marché, entre guillemets, il est presque invulnérable parce que, au niveau de sa construction, à toutes choses égales par ailleurs, au niveau des news, hein, bien sûr, mais il est construit d'une manière incroyablement solide. Aujourd'hui encore, il a tout pour poursuivre, mais c'est vrai que l'anticipation d'un retour à une inflation totalement contrôlée vers la cible des 2%, c'est ce qui est aujourd'hui dans le scénario des investisseurs. Ils ont énormément investi sur ce scénario et il y a eu un accompagnement ces derniers jours de belles paroles. Alors, des statistiques qui sont parfois un peu mitigées, mais vraiment, quand je dis des belles paroles, c'est de confiance, c'est on va y arriver, c'est bien parti, etc. Et on a des marchés qui passent beaucoup de temps à ne pas faire grand-chose, et tout d'un coup, sur ces belles paroles, ils prennent 1% violemment, et ils recommencent ensuite à patienter en attendant la prochaine statistique. Et en permanence, on lit les commentaires, on va attendre la prochaine série de statistiques qui va être incroyable, etc. Marc, vous avez fait des statistiques, merci Jean-Louis. Oui. Marc, vous avez fait des statistiques sur les performances des indices pour voir si ce rallye existait ou pas? Je suis les indices en performance mensuelle, trimestrielle, semestrielle, et le mois de novembre sur les indices a été le meilleur mois de l'année, juste devant le mois de janvier. Donc ça, c'est pour revenir sur ce que vous disiez. Et ça se reproduit de manière historique? Non, pas du tout. Dans le mois de novembre, c'est pas forcément... Non, et même pour être très franc, de façon historique, on n'a plus de régularité. Par exemple, ce mois de janvier a été très bon. De façon historique, on avait l'impression que les mois de janvier étaient plutôt un peu difficiles. Là, la question que vous posiez, c'est est-ce que ce rallye, c'est-à-dire que là, on est au début décembre, est-ce qu'il peut avoir la même puissance que ce qu'on a eu en novembre? Ça m'étonnerait quand même. En revanche, ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble quand on a fait le coup de cœur des traders, c'est qu'en stock picking, on va essayer de chercher des valeurs qui sont peut-être un peu en retard, justement, sur ce mois de novembre, qui peuvent bénéficier de rattrapage. En revanche, des valeurs qui sont déjà très hauts, je ne suis pas du tout en train de dire que le train ne va pas continuer, hein. Mais c'est un peu plus risqué, toujours, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une consolidation. Maintenant, on a vu des graphiques sur lesquels les valeurs montent en ligne droite depuis un certain temps. Ouais. Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je veux bien faire un petit complément, effectivement. Alors, pour le coup, je suis, pour une fois, pas tellement d'accord avec Marc dans le côté saisonnalité. C'est que je trouve justement que tout ce qui se passe depuis 6 mois, en fait, ça respecte des normes. C'est-à-dire qu'en fait, en saisonnalité, statistiquement, les mois de août-septembre sont baissiers. C'est exactement ce qu'on a eu cette année. Et justement, à partir de soit Halloween, enfin post-Halloween ou post-Thanksgiving, selon les années, généralement, la période fin octobre jusqu'à janvier, elle est plutôt porteuse. C'est-à-dire que les meilleurs mois en bourse, c'est souvent typiquement de novembre ou même janvier. Donc, c'est exactement ce qu'on avait eu en janvier 2023. Donc, à voir si janvier 2024 sera de la même trempe. Mais en fait, on a des explications comme ça, d'habillage de bilan. Après, il va y avoir la perspective des dividendes au printemps, qui, dans cette anticipation, explique des achats qui sont réalisés généralement par les gérants en janvier dans cette perspective-là. Et donc, c'est pour ça il y a l'adage le sell in May and go away, c'est-à-dire que généralement, il faut mieux vendre s'alléger fin mai, début juin et revenir fin octobre pour faire les meilleures performances en fait sur les 6 mois allant de fin octobre à mars, avril. Et donc là, je trouve que tout ce qui se passe cette année en est l'une des bonnes illustrations. Voilà. J'ajouterais juste une chose, c'est que ce rallye de fin d'année, lorsqu'on regarde un petit peu les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a toujours une période entre la fin octobre et la fin décembre où on aura 15 jours de performance. Mais si on regarde les statistiques depuis le début de la création du CAC, on s'aperçoit que ça ne répond pas vraiment à cette idée. Mais il y aura toujours une période de 15 jours qu'elle ait lieu début novembre, fin novembre, début décembre, etc., où il y aura une impulsion acheteuse.
souvent, il y a en début d'année un bon comportement des mid et small. Je pense que cette année, ça peut être une période vraiment intéressante, justement sur le rattrapage des valeurs en retard. Un peu comme Imerys. C'est vrai que ça peut se décaler un peu dans le temps. Parce qu'il y a des valeurs comme ça que les gérants ne veulent pas voir dans leur portefeuille, à la fin de l'année, dans les bilans, etc. Tiens, cette valeur, elle n'a rien fait, même s'il l'a acheté au plus bas. Les prises, entre guillemets, d'initiative un peu plus agressives, en se disant, j'ai un peu d'avance sur la perspective de la performance 2024, se fait souvent cette initiative. Dans le premier mois de l'année. Janvier, février, mars. C'est souvent une période très propice aux plus petites valeurs. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour cette digression et sur ces considérations du rallye de fin d'année et puis finalement du rallye de début d'année, puisque c'est ça dont on parle. Merci infiniment. Alors, on va passer maintenant à la rubrique « À vos marques ». À vos marques, la rubrique, le quiz, tant attendu. J'aimerais bien aussi participer, mais j'ai pas de buzzer, malheureusement. Vous avez tous vos buzzers, on y va. Léa, quel est le thème aujourd'hui? Le rallye. Évidemment. On est dans le rallye et je pense, sans vouloir m'avancer, que ce quiz va beaucoup vous plaire parce qu'il y a plein d'éléments qui ont déjà été donnés pendant l'émission. Donc à mon avis, vous êtes complètement équipés et armés pour briller lors de ce quiz. J'encourage nos téléspectateurs à essayer de également participer à ce concours. C'est le but de l'émission. Voir si vous auriez gagné ou pas, si vous avez été attentif dans l'émission. Léa, allez-y. Oui, alors je rappelle le principe. Vous attendez que j'ai énoncé l'ensemble des questions possibles avant de buzzer. On commence avec la première question. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond aux performances des indices américains et européens en novembre? Alors, première réponse, CAC 40, plus 5,5%, Dow Jones, plus 8%, DAX, plus 8,5%. Deuxième réponse possible, CAC, plus 6,5%, Dow Jones, plus 9%, DAX, plus 7%. Dernière possibilité, CAC, 8%, Dow Jones, 12% et DAX, 9%. Jean-Louis. Oui, bravo Jean-Louis. Effectivement. Très bien. Métier. T'aurais dit quoi? Moi, j'aurais dit la 2, en toute franchise. En fait, vous savez, je me suis basé sur le CAC DAX. Parce que là, je le suis, alors... Voilà, il y en avait 3, chacun pouvait trouver son... On dit quoi? Je conteste les chiffres. Moi, j'appelle mon avocat. Je ne suis pas sûr que le CAC n'ait pris que 5,5 non plus en novembre. Je sais pas. Vous pourrez vérifier. Alors, le mois de septembre, historiquement, est un mauvais mois. Non, on revient un peu pardon, excusez-moi. Pour l'explication de novembre. Donc, historiquement, on se rend compte quand même, on va beaucoup parler de saisonnalité pendant cette émission, que le mois de septembre, il n'est pas terrible. Depuis 1928, dans 55% des cas, le mois de septembre a été baissier. Donc, effectivement, là aussi, on peut se dire, est-ce que finalement, il n'y a pas un pattern en septembre de mauvais mois sur les marchés, qui peut être imputé à un biais psychologique finalement, c'est la fin des vacances, on n'a pas trop le moral, c'est la rentrée, on encaisse des bénéfices potentiels qu'on a eus. Donc en septembre et octobre, cette année, on note que sur le DAX, on était en baisse de moins 7%, le Dow Jones moins 5% et le CAC 40 moins 6%. Cette année, bien sûr, ça a été principalement mené par les inquiétudes inflationnistes qu'il y a eu et le contexte macroéconomique qui a vraiment plombé l'ambiance sur les marchés. Et justement, la hausse qu'on observe en novembre peut être due justement à cette détente sur les marchés des taux. On voit effectivement que les pressions inflationnistes sont moins fortes entre les prix qui avaient beaucoup augmenté avec la guerre en Ukraine et Israël, et là ça commence à se détendre, et aussi le réajustement du marché du travail où les salaires ne sont plus tirés à la hausse. On sent vraiment qu'on respire un petit peu sur cette pression inflationniste, et les banques centrales commencent à effectivement elles aussi arrêter de monter les taux, et l'inflation devient un petit peu moins un sujet qu'il ne l'a été. Donc ça explique que le mois de novembre ait été très bon. Détente sur les taux, on est au plus bas depuis juin. Exactement. Retracé. Deuxième question. Un point pour Jean-Louis. Deuxième question, pardon. Durant les 5 dernières années, combien y a-t-il eu de rallyes de fin d'année sur le CAC 40? 2, 3 ou 5? Mathieu ne participe pas là. Une forme de lassitude. Non, mais je les sors au taquet. C'est la 1. Non, c'est la 2. 3, moi. Ouais, je dis 3 aussi, moi. Non, mais j'ai le buzzer. Vous dites quoi, Marc? Moi, je dis la 2. Oui, effectivement, c'est la 2. Ouais, mais il faut rebuzzer après. Il y a bien eu... Non.
Il y a bien eu 3 rallyes sur les 5 dernières années, donc un peu plus de la moitié. C'était en 2019, plus 5%, 2020, 2%, 2021, 8%. Donc le rallye de fin d'année, quand même, pour resituer un peu, parce qu'on en parle beaucoup finalement depuis fin octobre, hein, donc il y a quand même une période, normalement le rallye c'est le mois de décembre. Mais il y a un autre phénomène un petit peu plus confidentiel que le rallye de fin d'année, qui s'appelle le Santa Claus Rally, qui est, lui, pour le coup, se situe du 25 décembre au 2 janvier. C'est Yael Hirsch, le fondateur du Stock Traders Almanac. Donc si vous ne le saviez pas, il existe un almanach du trader qui a inventé ce terme de rallye du Père Noël finalement en 1972. Et donc il a étudié les 5 derniers jours de bourse de l'année et les 2 jours de les 2 premières séances de l'année d'après. Et là, pour le coup, historiquement, sur les 70 dernières années, donc entre 1950 et 2020, dans 79,2% des cas, le S&P était haussier. Donc si on ne croit pas au rallye de fin d'année sur tout décembre, on peut croire au Père Noël. On peut croire au Père Noël, Oui. exactement. Et j'ajoute une chose, quand on parlait des volumes, c'est une période où les volumes sont très bas. Donc Ça favorise des mouvements. pas forcément, mais ça veut dire que parfois on peut avoir une reprise haussière sans volume, comme on l'a eu en 2019. Pour illustrer ce que vous disiez Après, tout à l'heure. 2% sur un rallye, c'est pour ça que moi franchement j'avais fait l'impasse dessus. Sur une performance annuelle moyenne de 6% des indices sur les 30 dernières années, 2% ça représente quand même quelque chose. Et 2% c'est ce qu'on fait dans la journée parfois. non ? Oui, bah, parfois. Mais c'est un tiers. Merci. Donc un point pour Jean-Louis, un point pour Marc. 3e question, en parfaite transition avec Marc. Lequel de ces facteurs peut être à l'origine de ce phénomène de rallye cette année? Est-ce l'optimisme des investisseurs, la liquidité réduite sur les marchés, l'assouplissement de la politique monétaire ou toutes ces propositions? Je dirais que c'est Jean-Louis. Jean-Louis. Liquidité réduite. Non. Non, Jean-Louis. Moi, je dirais la 4. moi. Oui, effectivement, Marc, c'est la 4. Ah oui, toutes je ces peux pas regarder propositions. l'année dernière. Non, mais il faut être attentif, hein, Jean-Louis. C'est pas parce que c'est la fin de l'année qu'il faut se relâcher. Mais l'assouplissement de la politique monétaire, Oui, mais donc, Bien sûr. bien sûr. c'est Enfin, c'est les perspectives. pas récurrent. Voilà. Alors, Oui, pas mais propre. Attendez, peut-être. laissez Léa expliquer. toutes ces propositions sont valides. Pourquoi? Optimisme des investisseurs, là aussi il y a un biais comportemental, c'est la fin de l'année, on a le moral, on fait son sapin, on va acheter des cadeaux pour ses proches, la consommation C'est très explose. Voilà, bourse. c'est le biais comportemental de l'almanach du trader. Donc oui, effectivement, il y a quand même un optimisme de fin d'année sur la consommation qui se fait sentir. Ensuite, comme le disait Marc, il y a une liquidité qui est réduite, il y a quand même beaucoup de jours de bourse fermés, ce qui entraîne des volumes moins importants et ce qui donne aussi plus d'impact aux autres paramètres qui vont, ça va augmenter la volatilité sur peu de séances. Et l'assouplissement de la politique monétaire, on en a déjà parlé, les banques centrales freinent la hausse des taux, c'est vraiment le driver principal de cette année 2020. 2 points pour Marc, 1 point pour Jean-Louis. Mathieu, vous voulez un café, J'arrive. quelque chose? Allez Mathieu, il vous en reste 2 là, elles sont pour vous. Ne faites pas n'importe quoi non plus. 4e question. Quelles ont été les actions les plus performantes du CAC 40 durant le mois de novembre? Première réponse possible, Unibail, Téléperformance, Worldline. 2e réponse, LVMH, Téléperformance, STM Micro. 3e possibilité, Alstom, Air Liquide, Hermès. Jean-Louis. Unibail, J'allais dire, vous me laissez répondre. Donc, Même pas. elle a une. effectivement, Jean-Louis, vous êtes très en forme aujourd'hui. Non, mais c'est sûr, ça, c'est... Voilà. Alors, Unibail, plus 30% au mois de novembre. Donc, on note un chiffre d'affaires en hausse de 11% par rapport à l'année dernière. Une très bonne gestion saluée par les marchés, ainsi qu'un plan de désendettement massif de la valeur. Ensuite, Téléperformance, plus 26%. Elle s'est quand même octroyée plus 22% en 5 séances en novembre. Donc, on est sur une belle performance au mois de novembre. Alors, on note l'acquisition d'une société qui est spécialisée dans l'expérience client qui s'appelle Majorel, qui s'est concrétisée. Une hausse solide de son chiffre d'affaires et pas mal d'innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui est assez porteur. Et enfin, Worldline, plus 20%. Là, on est plus sur un effet de rattrapage puisque les résultats du 3e trimestre avaient vraiment été très mauvais. Et il y a une belle reprise, là, après cette chute, avec une initiative qui s'appelle Power 24 de la part du groupe qui permettra plus 200 millions de trésorerie d'ici à 2025. Merci beaucoup Léa. 2 points pour Jean-Louis, 2 points pour Marc. Je ne ferai aucun commentaire sur votre performance, Mathieu. Mathieu, on n'en sors parle pas. Bon, on n'appuie pas là. Ah, on l'a Je pensais que tu allais me laisser. Mais Vas-y, Non, je- 5e question. Ouais. 5e question. Historiquement, quelle est la place boursière la plus performante durant ce rallye de fin d'année? Est-ce Hong Kong, les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon? Marc, Lâche pour rien, la Marc. victoire. Réponse 2. Non,
pense. Mathieu, je pour sais la pas. gloire. Il a même pas appuyé. Ouais, Non, je ne sais pas, je ne veux pas participer aujourd'hui. Pas possible. Allez, Japon. Allez, Japon. non, Non, c'était. j'aurais aimé vous la donner. Jean-Louis, tu peux répondre du coup. Ah non, du coup. Jean-Louis, Oui, vous en Jean-Louis, restez Du coup, Jean-Louis, moi- pour la moi, je victoire. sais, Du coup, moi, je sais, là. Pour la Ah, tu victoire. sais Ouais. Pour la Ouais, victoire. Moi alors. Une. Quasiment certain. ce que j'aurais dit. Ça m'étonnerait vraiment. J'aurais dit Hong Kong, moi. Mais bon. Bon, bah vous le dites ou vous le dites Oui, pas je dis Hong Kong. Allez, on se mouille. Mais oui, c'est Hong Kong, effectivement. Depuis les années 70, il s'avère qu'Hong Kong est la place boursière enregistrant la plus grosse performance moyenne durant le mois de décembre. Donc cette performance moyenne se situe de l'ordre de 3%. Première position, aux États-Unis, on est sur 2,4% de performance moyenne et Londres 2,7%. Merci beaucoup Léa, merci messieurs pour ce quiz fort intéressant. Merci pour ces considérations du rallye de fin d'année. On espère que ça va se constituer pour cette fin d'année, évidemment. Alors, je rajouterai juste une chose. Si vous avez des envies sur des sous-jacents, si vous voulez qu'on en parle sur ce plateau, ben, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Vous pouvez le mettre en commentaire sur les vidéos ou nous envoyer un mail à info@sgbourse.fr. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.